Et si votre passion du vélo prenait une nouvelle dimension? Rejoindre la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo, c'est bien plus que rouler à vélo. C'est partager des sorties conviviales, c'est progresser grâce aux conseils des plus expérimentés, partager aux plus jeunes qui souhaitent se développer, mais c'est aussi profiter de milliers d'événements. Adhérer, c'est aussi bénéficier de nombreux avantages, de formation, dans un cadre qui donne encore plus de sens à chaque coup de pédale. Alors êtes-vous prêt à trouver un club? Pour cela, rendez-vous sur le site ffvélo.fr et rejoignez la grande communauté des cyclotouristes. FF Vélo, le vélo ensemble. Eh bien, la 6e édition du festival Tous en Selle débute le 11 novembre. Pour ça, pour réserver votre place, je vous invite à vous connecter sur le site tousencelle.eu et il y aura probablement une date proche de chez vous puisque une cinquantaine de dates en France mais aussi en Europe sont disponibles. Pour cela, allez sur le site tousencelle.eu et puis que ce soit à Paris, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Lille ou Lyon, il y aura probablement une date pour vous. Pour ma part, je serai au Grand Rex à Paris le 28 novembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Tous en Selle. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet, la mobilité douce. Alors c'est quoi les villes cyclables en France qui se développent de plus en plus? On entend parler d'éco-responsabilité, on entend parler de beaucoup de choses. Eh bien, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Pour ça, je suis accompagné de Camille. Salut Camille. Salut Arnaud. Comment ça va depuis la dernière fois que nous avions échangé? Écoute, toujours super. Tout va bien. Bon, tout va bien. Tu le sais bien, à chaque fois qu'on parle de vélo, qu'on parle et qu'on a des micros entre nous, je sais qu'on va toujours passer un bon moment. Alors moi, j'ai une première question à te poser, puisqu'on parle beaucoup de mobilité douce, un nouveau mot, une nouvelle expression, qui est arrivée il y a quelques années de cela. C'est quoi? Ça veut dire quoi la mobilité douce? Alors, la mobilité douce, elle va désigner l'ensemble des modes de transport qu'on considère comme écologiques. Ils sont durables, ils sont sains, ils ne nécessitent pas de moteur à combustion. En gros, c'est tous les déplacements qui ne vont pas faire appel aux carburants fossiles. Donc, on va privilégier ces moyens de transport qui sont non polluants et qui vont avoir des bienfaits pour la santé, qui vont réduire la congestion urbaine et qui vont permettre de préserver la qualité de l'air, qui est un vrai sujet aujourd'hui. D'où le vélo, qui est quand même le principal moyen de transport emblématique de la mobilité douce, parce qu'effectivement, il n'y a pas plus emblématique que le vélo, d'ailleurs, sur la mobilité douce, écologique, économique, avec les vélos notamment à assistance électrique qui viennent faciliter les déplacements en ville et qui font que tu arrives à ton meeting où tu n'es pas en sueur, pour m'être déplacé dans Paris à nombreuses reprises, asphyxie. En fait, il faut prévoir un deuxième t-shirt, il faut prévoir d'arriver un quart d'heure avant pour que tu puisses retomber en pression. Là, tu as les vélos électriques aujourd'hui qui explosent dans les grandes villes. On va en parler aussi de ce décalage entre les grandes villes et les milieux urbains et les extérieurs. Et donc, c'est quand même le vélo est le moyen de transport emblématique de la mobilité douce. Mais quels sont les avantages de la mobilité douce? Déjà, on en a parlé. On réduit les émissions polluantes. Ça permet de diminuer considérablement la pollution de l'air, notamment en réduisant les émissions de CO2 des moteurs. On a aujourd'hui un vrai sujet de qualité de l'air dans les villes et dans les campagnes. Et se déplacer à vélo, c'est quand même le moyen le plus efficace de préserver la qualité de l'air pour nous, pour nos enfants. On parle de la santé, je parle de mieux respirer. Je pense que on le voit bien de toute façon, il y a de plus en plus, moi qui habite dans Lyon-Centre, les pistes cyclables, dès qu'arrivent les beaux jours, elles sont presque même déjà maintenant saturées en fait. Il faudrait presque envisager à déjà les élargir. Et donc il y a un vrai effet sur la santé. Les gens retrouvent le matin cet air frais et non pas d'être coincés dans leur voiture en écoutant les mauvaises, je ne vais pas dire les mauvaises informations, mais de mauvaises nouvelles. Ouais. Voilà. Et donc là, ça te permet de respirer, de prendre l'air, d'avoir l'air sur ton visage, au stop, au feu, d'entendre les oiseaux chanter. Il y a quand même un vrai intérêt aussi sur la santé. Il y a un vrai bénéfice santé, que ce soit à pied ou à vélo. En se déplaçant, on fait de l'exercice, on réduit son stress, on prévient les maladies cardiovasculaires, l'obésité et tous les autres troubles liés à la sédentarité qui est quand même le grand mal de notre siècle. Et puis, on parlait justement de si tu n'es pas dans ta voiture, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, je n'ai pas de pourcentage sur ça, mais les voitures aujourd'hui, les gros SUV ou les gros monospaces qui peuvent contenir 7 personnes, mais en fait, il n'y a qu'une seule personne dedans. Donc, si cette personne-là prend son vélo, forcément,
ça va réduire en fait les bouchons, réduire la congestion urbaine, et donc ça va générer une fluidité des moyens de transport dans la ville. Exactement. Il y a aussi un aspect économique qui est important. Les véhicules consomment. Se garer, là on le voit, on est à Lyon aujourd'hui, se garer, ça coûte cher. Rouler, ça coûte cher. L'essence, ça coûte cher. Donc se déplacer à vélo, c'est un moyen hyper économique de se déplacer et qui permet en plus de rendre les lieux très très accessibles. On peut aller aujourd'hui partout grâce au VAE, même si on n'est pas un athlète en fait. Tout à fait. Et puis certains mettent en avant l'accessibilité et l'égalité, c'est-à-dire la mobilité douce serait accessible à toutes et à tous sans distinction d'âge, de revenus et de conditions physiques. Ça, je mets un petit bémol puisqu'on va rentrer dans l'épisode sur l'accessibilité, de par les nouvelles mesures que le gouvernement a prises il n'y a pas très très longtemps de ça, qui fait que cet argument avancé par certains, moi je mettrais un bémol sur le fait que ça soit accessible à toutes et à tous. Ça l'était peut-être, plus vraiment maintenant. On a des exemples et des moyens pour mettre ça en avant, c'est bien dommage d'ailleurs. Et puis, alors, bien évidemment, la mobilité douce entre également dans le cadre de la fameuse transition écologique, décarboner les transports. Ça, ce sont des termes des personnes pensantes, on va dire ça comme ça, mais aujourd'hui il y a des défis qui sont la réalité. Je sais que tu pratiques, tu te déplaces en vélo, je me déplace en vélo, vous êtes probablement, vous qui écoutez cet épisode, nombreuses et nombreux à aussi vous déplacer en vélo, mais il y a quand même des défis aujourd'hui qui sont évidents. On peut faire un constat, tu peux peut-être en citer même quelques-uns, Camille. Tout à fait. Il y a d'abord, je pense, quand vous vous déplacez en vélo, vous le voyez bien, des défis structurels qui sont liés à la façon dont on a construit nos villes et même dont on a construit nos campagnes. Aujourd'hui, se déplacer sur des pistes cyclables, donc pistes cyclables, je le rappelle, c'est séparé de la route par un aménagement urbain. Une bordure, en tout cas, exactement. Une vraie séparation entre la route et la piste cyclable, et qui met le cycliste en sécurité. C'est différent d'une voie cyclable, parce qu'on en parlera peut-être au long de l'épisode. La voie cyclable, c'est simplement un marquage au sol qui vient signaler une différence entre l'endroit pour les vélos et l'endroit pour les voitures. C'est généralement entre soit un trottoir et la voie pour la voiture, soit entre une voie de stationnement qui peut s'ouvrir à tout moment et la voie pour les voitures. Exactement. Donc il y a ces challenges structurels, voire il y a beaucoup aussi de routes où aujourd'hui il n'y a même pas d'aménagement cyclable, où les cyclistes sont directement sur la route, en particulier quand on pratique le vélo de route. Donc déjà, ça peut être un premier défi, un premier obstacle. Moi, je discute avec beaucoup de filles aujourd'hui qui ont peur d'aller faire du vélo de route à cause des voitures. On va aussi avoir ce challenge pour les enfants. Tu parlais très bien de l'accessibilité. Aujourd'hui, est-ce qu'on a envie d'aller rouler en ville avec son enfant en vélo derrière soi ou devant soi ? Moi, je te parle de mon expérience personnelle. J'ai 2 enfants qui ont 10 et 9 ans. Alors, il y en a un, je ne dirais pas lequel des deux. C'est hors de question, parce ça ne vient pas de l'infrastructure, c'est de son comportement. C'est-à-dire que de par, effectivement, son comportement, lui, il va plus regarder les oiseaux chanter que là où il doit se diriger. Ça peut être dangereux pour lui et pour les autres. Donc là, le problème est vite réglé, il est sur le cargo avec moi, et, sauf si ce n'est pas dans un parc ou ce genre de choses. Aujourd'hui, j'estime qu'il n'a pas encore toutes les compétences pour se déplacer par sécurité, zéro risque. Et par contre, l'autre des 2 enfants, alors lui, il n'y a aucun problème. Lui, je ne dirais pas lequel des deux, mais il se déplace, mais disons que c'est toujours un sujet. C'est-à-dire, est-ce que je me mets devant lui pour le guider, mais je ne vois pas ? Est-ce que je me mets derrière lui, mais en même temps, je ne le guide pas ? Et il y a toujours, comme tu l'as dit, ces voies cyclables où la portière peut s'ouvrir à tout instant. Si la portière s'ouvre, il va faire un écart. Et s'il y a une voiture ou un camion qui arrive derrière. Enfin, c'est vrai qu'en tant que parent, quand tu dois te déplacer avec un enfant en ville, ta charge mentale, elle fait un bond considérable. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les villes, on va en reparler, mais une ville comme Amsterdam, un pays comme les Pays-Bas, qui est vraiment très très axé vélo, part du principe que quand on construit des aménagements cyclables, ils doivent pouvoir être empruntés par des enfants de 6 ans tout seuls. Et en fait, je pense que c'est un bon... Ouais, mais c'est un assez bon benchmark de se dire cet enfant peut se rendre à l'école en toute sécurité parce que les croisements sont sécurisés, parce que tout est fait pour, même dans les ronds-points, on le voit quand on roule aux Pays-Bas, c'est vraiment, dans le rond-point, on ne le partage pas avec la voiture. Il y a la partie cyclable et il y a la partie voiture. Et si on arrive à concevoir exactement comme on construit les routes pour les voitures,
à construire les pistes cyclables uniquement pour les vélos, bah c'est vrai que des enfants de 6 ans pourraient se déplacer en sécurité et se rendre peut-être à l'école par eux-mêmes. Mais c'est une bonne remarque. Tu parles des ronds-points. Il y a énormément d'accidents dans les ronds-points par les cyclistes. Énormément. Alors, est-ce que c'est les angles morts je ne connaîtrais pas la raison. Si vous avez, vous, la réponse et que vous écoutez cet épisode, n'hésitez pas à nous la faire parvenir via les réseaux, hein, sur Tous en Selle. Mais il y a énormément d'accidents dans les ronds-points. Donc, le fait qu'effectivement, dans le rond-point, tu ne partages pas ta piste avec celle de la voiture, je pense que c'est un vrai avantage. Tu parlais des villes cyclables. Où est-ce que nous en sommes en Europe? On va parler de la France, mais qu'est-ce qu'une ville cyclable? À partir de qu'est-ce qu'il te faut pour être une soi-disant ville cyclable? On va considérer qu'une ville cyclable, c'est une ville où les infrastructures elles vont être pensées et aménagées pour favoriser l'utilisation du vélo comme mode de transport au quotidien. Aussi bien pour les trajets courts, donc pour aller faire ses courses, pour aller travailler, que pour les trajets longs, donc les trajets loisirs, les trajets sportifs, enfin tous les déplacements qui vont être en dehors de la ville. Donc que tu fais un voyage à vélo par exemple, tu peux traverser la ville d'un point A à un point B en toute sécurité. Oui, sans que ce soit un point de friction lors de ton voyage. Donc ça bien, va inclure... comment j'allais dire, bien signalisé, parce que c'est aussi parfois ça. Combien de fois, probablement ça t'est arrivé, mais tu te retrouves sur presque 2 voies ou une double voie, et en fait tu vois la piste cyclable qui est là, elle existe, elle est juste à côté, mais tu peux plus la prendre parce que tu es engagé maintenant, et tu n'as pas vu l'entrée en fait. Donc la signalisation est très importante. Et les automobilistes qui vivent dans le coin sont furieux. Ah oui, ils te le font savoir. Il y a une savoir. piste cyclable juste là. Alors sachez qu'on n'est jamais content d'être sur un truc qui n'est pas adapté et de se faire gronder. Hein. Nous, on aimerait vraiment l'avoir vu, et c'est souvent ça. Il faut souvent se rapprocher de sa mairie, de sa collectivité pour dire bah, là, c'est vraiment dangereux. Moi, j'ai ce cas-là, je l'ai exactement à Chamonix, où tu as une voie où c'est parfait pour les vélos, c'est cool, t'es tranquille, mais c'est absolument pas indiqué. Donc les gens redescendent des cols démontés, prennent genre la route où c'est chiant, tu peux pas les doubler, eux ils sont pas en sécurité, il y a des bus, c'est vraiment... Et parfois ces pistes cyclables sont magnifiques avec un beau revêtement, mais quand tu es cycliste et que tu arrives, bah, tu n'as pas vu l'embranchement, tu sais pas où la prendre. Donc bon, une ville cyclable, ça va être des pistes cyclables qui sont sécurisées, qui sont bien indiquées. On va aussi avoir des parkings à vélo, des espaces indiqués où on peut parquer son vélo, que ce soit devant les supermarchés, que ce soit en ville pour aller boire un coup. Enfin, ça, c'est important aussi. On en a parlé dans l'épisode sur les antivols, mais proposer des points d'attache où en plus on peut regrouper les vélos, où c'est en vue de tout le monde, c'est une protection supplémentaire plutôt que d'aller le cacher dans une ruelle. Donc ça, c'est important. Ça se fait de plus en plus dans les centres commerciaux où au rez-de-chaussée ou -1, tu as des espaces sécurisés où c'est indiqué, par contre, parking à vélo sécurisé, qui te permettent de mettre ton vélo de manière sécurisée. Mais il y a aussi, notamment dans certaines villes, je parle de Lyon, une sorte comme de gros conteneurs. Ouais. Et là, en fait, ce sont des parkings à vélo également, mais c'est comme des gros conteneurs qui sont protégés et qui servent à ranger ton vélo. Ça se fait de plus en plus, ouais. Tout à fait, on en voit de plus en plus. On en voit aussi beaucoup aux abords des gares aujourd'hui, parce que la mobilité douce, ça peut être aussi du multimodal, c'est-à-dire qu'on va partager par exemple son déplacement entre le vélo et le train, et on peut laisser son vélo à la gare, mais il faut que ce soit bien sécurisé. Encore une fois, les Hollandais sont hyper forts là-dessus. Justement, tu parles de vélo et train, tu continues en disant qu'on peut laisser son vélo sécurisé à la gare. Moi, j'ai envie de t'emmener sur les exemples de villes aujourd'hui en Europe ou dans le monde, qui sont des références mondiales. Et là, quand tu me parles de ça, je pense à Copenhague, au Danemark, où tu ne laisses pas ton vélo à la gare. En fait, tu continues ton voyage à vélo, mais tu mets ton vélo dans le train. Tu as le droit de prendre ton vélo dans le métro. Tu peux, sans que ça pose aucun problème au contrôleur. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Insta. Moi, souvent, je vois passer des images d'autres pays européens où il y a des wagons entiers. C'est un peu je sais pas, du train porn, genre train bike porn, où vraiment on voit qu'il y a tous les espaces pour mettre ses vélos, pas des espèces de crochets horribles qui abîment les jantes. Il y a de la place, il y a personne qui vient mettre genre sa valise sur ton vélo, ce qui est le truc qui me fait fissurer. Nous, on est hyper mauvais là-dessus. D'ailleurs, la France ne respecte pas les obligations européennes en termes du nombre de vélos qu'on a le droit de mettre dans les trains, en termes d'aménagement des wagons. C'est 6 ou 7, tu as 6 ou 7 crochets. En fait, ça dépend
des trains. Alors, quand tu vas dans le nord de la France... Je parle du TER, moi, un TER. Ah ouais, oui, mais tu vois... Dans les TGV, il y avait à un moment donné des emplacements pour mettre ça qui étaient payants. Oui. Et quand tu arrivais, moi ça m'est arrivé, j'en ai une anecdote aussi où je suis arrivé, il y avait une équipe de hockey sur glace. Donc autant dire qu'un sac de hockey sur glace, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais autant dire que les espaces vélos, il n'y avait plus. Ils étaient blindés. Ouais. Dans les TER dans le nord, il y a un wagon qui est en général en tête ou en queue de train où tout le monde peut mettre son vélo, il faut le sécuriser et après on le récupère au moment de descendre. Mais par contre, on peut rentrer 30, 40 vélos, pas de souci. Il y a les vieux TER où c'est entre deux wagons et du coup il y a des strapontins et c'est pas pratique, c'est chiant pour les gens, c'est chiant pour les vélos. Ça peut poser problème quand tu fais des rides communautaires. Et je pense notamment au Classic Challenge à Paris où j'ai participé à quelques événements il y a plusieurs années de cela où quand tu as 200 cyclistes qui arrivent à la gare de Rouen et qu'attendent le TER ou les 3 TER dans la journée, mais bref, sur les 200, on a 60 qui sont là pour prendre le TER de 15h07. Autant dire que tu n'as pas 60 crochets, que tu n'en as que 6. Et là, ça pose problème. Ouais. Et tu as certains signaleurs, contrôleurs, qui ne veulent pas que le train parte tant que les cyclistes ne sont pas descendus. Donc là, ça pose souci. Les contrôleurs ont le droit, en effet, de refuser l'accès au train. Nous, à Chamonix, ça arrive aussi parce qu'on doit pouvoir normalement prendre le train avec les VTT, mais c'est limité à 6 VTT, alors que des fois, il y a 30 personnes. Ouais. Donc ça pose problème. Ça nous est même arrivé dans le cadre, quand je travaillais chez Decathlon à Hendaye, on était très nombreux à faire du vélo-train, justement. Et pareil, l'été arrivant, tout le monde venait bosser à vélo. Sauf que le soir, on prenait le train pour faire Hendaye-Bayonne et il y avait 12 vélos. Et c'est inconfortable pour les usagers comme pour les cyclistes parce que nous, c'est pareil. Encore une fois, ça ne fait plaisir à personne d'être collé, de passer le trajet debout pour rester à côté de son vélo, de descendre à toutes les gares pour le sortir, le re-rentrer. Mais voilà, une ville cyclable, c'est aussi une ville qui va travailler son multimodal et permettre, donc comme Copenhague, de bien adapter ça, ou comme je te parlais d'Amsterdam, mais c'est vrai que même la plupart des villes aux Pays-Bas, soit on peut prendre son vélo, soit il y a vraiment des espaces très sécurisés dans lesquels on laisse son vélo et puis on va bosser en train et puis on revient, on reprend son vélo pour traverser la ville. J'ai jamais roulé dans ces pays-là, moi, Danemark, Pays-Bas, j'ai jamais roulé là-bas. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de le faire, mais en tout cas j'ai quelques chiffres. Alors Copenhague, c'est la référence mondiale, la ville cyclable par excellence, un réseau de pistes cyclables de 400 km à travers la ville, avec, comme tu l'as dit, des séparations très nettes entre justement les cyclistes et les automobilistes, ce qui fait que probablement, il y a 40% des habitants de Copenhague, je ne sais pas si vous imaginez, qui utilisent quotidiennement leur vélo pour se rendre à travail ou à l'école. Au travail ou à l'école, 40%, et on ne parle pas d'un pays qui est dans des températures, tu vois, on est à Copenhague, c'est pas l'Espagne, quoi, tu vois, et pourtant 40% des habitants, donc tout ça grâce aux infrastructures. Ils ont même un projet de super autoroute cycliste qui est en prévision. Ces autoroutes qui permettraient aux cyclistes de se déplacer rapidement et en toute sécurité. Donc ça, j'ai hâte de voir ça. Ouais, si vous voulez regarder, il y a des photos déjà qui tournent sur Internet et c'est dingue et c'est vraiment prévu pour que y ait des priorités de passage, les feux s'adaptent et qu'en fait on puisse foncer en vélo. C'est vraiment conçu avec le cycliste en tête. Ils ont un temps d'avance. Ouais. Ils ont un temps d'avance sur nous. Après Amsterdam, alors c'est vrai quand tu penses à la ville vélo, tu penses aussi à Amsterdam. Le vélo, une véritable institution. 850 000 vélos répertoriés dans Amsterdam pour une population de 1,1 million d'habitants. La ville est aménagée de manière à pouvoir justement faciliter tous ces transports, pistes cyclables, zones piétonnes. Bref, c'est aussi un exemple. L'accessibilité à vélo, des quartiers entièrement cyclables. Donc voilà, ces deux villes-là, je pense que avant même qu'on les cite, en parlant de en annonçant ce sujet-là dans l'épisode, je pense que beaucoup ont pensé à Amsterdam et à Copenhague. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de Paris? Je sais que tu as l'occasion de te déplacer dans Paris. Moi, j'y ai vécu 4 ans et je me déplaçais qu'à vélo dans Paris. Alors, on ne va pas rentrer sur le volet politique de Hidalgo, pas Hidalgo. Voilà, toujours est-il que moi, j'ai vraiment apprécié me déplacer dans Paris à vélo. 1, pour découvrir les monuments. 2, je me sentais en sécurité. La rue de Rivoli, bravo. Il fallait avoir les coronesses pour oser le faire. Ouais. Magique. Moi, j'ai vécu, tu vois, je suis arrivée à Paris, j'avais 21 ans. Et je suis partie, j'en avais 30. Moi, j'ai même dû arriver avant. Bref, courage de vivre 9 ans à Paris. Ça ne nous rajeunit pas. Et pareil, les premières années, j'étais en métro. Puis, je suis passée au fixie. J'ai eu un fixie et ça a vraiment changé complètement ma perception de Paris.
Mais moi, j'ai roulé à Paris à un moment où c'était pas du tout aménagé comme ça l'est aujourd'hui. Et où on n'était quand même pas très nombreux à rouler, même les Vélib, etc. Dès que ça commençait à monter, t'en voyais pas trop. C'était les premiers Vélib JC Deco hyper lourds, là. Et là, mais quand j'y suis retournée, mais hallucination. Les bouchons de vélo, prendre les quais de Seine, prendre Rivoli, moi j'habitais, je faisais Bastille-Rivoli tous les jours à l'époque, c'était encore une voie de bus, on se faisait pourrir tout le temps. Maintenant. Et là, quand je l'ai repris, mais c'est magnifique, c'est vraiment, c'est plaisant. Comme on en parlait en préambule avant l'enregistrement, moi je trouve qu'il y a encore des parties qui sont dangereuses, notamment vers le boulevard Magenta et tout le nord de Paris, qui, sont aménagées un peu comme on peut, parce qu'après, ça reste une ville historique et c'est compliqué de tout casser, de tout réaménager. Mais en tout cas, on sent vraiment cette transition et je trouve qu'en tant que cycliste, c'est hyper agréable. L'objectif d'ici 2026, donc l'année prochaine, c'est d'avoir 1000 km d'aménagement dans Paris avec des zones piétonnes, des espaces sécurisés, le succès du Vélib également, avec une mise en location de vélos en libre service. Donc voilà, en tout cas, Paris s'est transformé et le vélo est vraiment en plein essor. Et pour en avoir été témoins tous les deux, oui, c'est très très agréable de se balader à vélo dans Paris, avec le bémol, mais on en parlera tout à la fin de cet épisode, c'est les incivilités, c'est le respect du code de la route, les vols. C'est les vols, voilà, tout ce genre de choses auxquelles il faut faire attention. Que vous partiez en gravel, en bikepacking ou que vous rentriez du boulot le soir, chaque détail compte. Des pneus adaptés, une sacoche bien placée, une chaîne impeccable, c'est là que Cyclable entre en jeu. Que ce soit pour une escapade en pleine nature ou traverser la ville, tu peux tester et personnaliser ton vélo avec des experts et des professionnels cyclables dans 83 magasins en France et en Suisse. Parce qu'un vélo bien préparé, c'est tout simplement plus de plaisir, plus de kilomètres et surtout plus d'aventures. J'ai un exemple également en préparant cet épisode sur l'Amérique latine, avec Bogota, qui également a pris le taureau par les cornes, avec un réseau de pistes cyclables. Eux, ils vont aussi vers des journées sans voiture. Ils ont un concept qu'ils appellent la cyclovia, qui permet d'avoir 120 km de route fermée, exclusivement réservée aux cyclistes et aux piétons. Berlin, que tu connais, mais que je ne connais pas. Et apparemment, on en parlait avant de lancer cet épisode, que Berlin est en pleine transformation. Très, très chouette. Vraiment une transformation qui était, en tout cas, moi, quand j'y étais, un peu différente encore des cyclistes qu'on pouvait voir à Paris ou aux Pays-Bas. Parce que là, on est vraiment sur... je pense que c'est le vélo en location qui a démocratisé à fond ça. Il y a beaucoup Lime, et plein d'autres acteurs. Il y a des vélos absolument partout. Il y a beaucoup, beaucoup d'aménagements. Et en fait, dans la ville, il y a un climat que moi, j'avais trouvé assez apaisé entre les automobilistes et les cyclistes, où du coup, on arrive quand même... Parce que Berlin est une ville qui est vraiment en travaux permanents, c'est un peu bordélique, et pourtant, c'était très, très agréable de rouler. Il y a un truc marrant aussi, il y a une ancienne piste d'aéroport qu'ils ont transformée en circuit. Je crois que c'est ça. Et où on peut aller rouler. Et du coup, c'est hyper cool pour les enfants qui débutent. Faut penser le vélo dans sa globalité. C'est pas que du vélo taf, il y a du loisir, il y a de l'éducation au vélo. Et je trouve que Berlin arrivait assez bien à faire ça. Et même en étant touriste, du coup, alors que moi, je trouve que des fois, ne pas connaître la ville et rouler dans la ville, c'est impressionnant / dangereux. Et rouler dans Berlin, j'avais trouvé ça très très cool, beaucoup plus cool que rouler à Paris, par exemple. Tu vois, ça c'est intéressant si vous êtes auditrice, auditeur du podcast et que vous avez des exemples à nous donner, parmi toutes les villes qu'on a citées, les avantages, les inconvénients. Eh bien là c'est pareil, n'hésitez pas à lancer les débats avec grand plaisir pour vous répondre, ou pourquoi pas même creuser certains sujets. Ensuite, j'aimerais qu'on aille, Camille, sur... là on parle des grandes villes, on parle de Copenhague, on parle d'Amsterdam, de Paris, mais... Voilà, on peut parler des zones qui ne sont pas dans ces grandes mégalopoles, des petites villes qui sont sorties des centres, justement. Comment ça se passe pour ces villes-là ? On parle beaucoup, c'est vrai, des villes cyclables et on a tendance à ignorer le phénomène d'inversion géographique. Est-ce que la campagne est cyclable ? Exactement, et la campagne, si vous faites du vélo de route, je pense que vous le savez très bien, non, nos campagnes, elles sont pas très très cyclables. On est en train de beaucoup démocratiser le vélo dans les zones urbaines et périurbaines, où maintenant, c'est vraiment associé, puis c'est devenu un truc de hipster, le vélo, le vélo a, pour moi, toujours un peu oscillé entre c'est un truc de prolétaire, c'est un truc de genre classe supérieure. Et là, aujourd'hui, le vélo en ville, pour moi, reste quand même un truc de CSP+.
Et tandis que dans la campagne, et on en parlait, il y a un aspect économique important dans le vélo, aujourd'hui dans les campagnes où en général le revenu est moins élevé, où les trajets sont plus longs, où on l'a vu lors de la crise des Gilets jaunes, c'est un vrai point de tension, le prix du carburant. Et pourtant, on ne fait rien pour aider les gens à se déplacer autrement. Donc on améliore beaucoup les grandes villes. La part modale du vélo dans les zones urbaines, elle explose. Il y a des systèmes, on en parlait, le Vélib, les locations, etc. Il y a aussi plus de travail, donc bon, c'est censé. Mais par contre, dans les zones rurales et périurbaines, du coup, c'est très marginalisé dans les politiques d'aménagement. Quand tu dis que tu fais du vélo en ville et que tu te déplaces seul ou avec tes enfants en ville, les personnes qui n'habitent pas en ville te disent « mais c'est pas trop dangereux ». Ouais. Mais en fait, tu leur réponds que non, c'est plus dangereux quand tu roules en extérieur, quand tu roules à la campagne, parce qu'il n'y a pas de pistes cyclables, tu as des voies cyclables, mais il y a très peu de pistes cyclables, ou alors la fameuse piste cyclable ou la voie cyclable, c'est le trottoir. Voilà. C'est le trottoir. Et là, c'est très dangereux, voire c'est pas entretenu. Voilà. Alors, je rentrerai pas dans comment ça se passe dans les petites villes. Je parlerai pas de mon exemple à Guignon, par exemple, hein, tu vois, où je vais souvent rouler. Parlons de Guignon, ville magnifique en Saône-et-Loire, où j'ai grandi d'ailleurs. Mais c'est vrai que tu ne trouves pas du tout les mêmes infrastructures et ça peut poser aujourd'hui, c'est un vrai phénomène qu'on doit prendre au sérieux. Ouais, c'est ce qui place au fond la France, qui connaît quand même un certain dynamisme récent autour du vélo, mais qui nous laisse quand même en tant que un peu loser on part de loin, donc il y a plein de choses qui sont faites, mais on est parmi les derniers aujourd'hui, on est très très loin de tout ce qui se fait dans les pays dont on vient de parler d'ailleurs avec ces grandes villes. Tout à fait, et nous on est vraiment dans le groupe étau européen par rapport aux Pays-Bas, au Danemark, aux Allemands. On a beau afficher un engouement croissant dans les grandes villes, en fait si on prend le baromètre Eurostat, c'est seulement 4% des Français qui utilisent le vélo comme mode principal de déplacement quotidien. Si on veut comparer, les Pays-Bas, c'est 35%. Le Danemark, à Copenhague, il y a donc beaucoup de gens, mais même au Danemark ou en Hongrie, c'est plus de 20% qui utilisent le vélo au quotidien comme moyen de transport principal. Et même la moyenne européenne, elle est à 9%. Donc on est les derniers de la classe en fait. On est vraiment nuls. Il faut savoir que même l'Italie, ils sont à 6%. Et franchement, si tu as déjà roulé en Italie, moi aussi, c'est quand même pas fou. Et pourtant, c'est 2% de plus que nous. Donc on n'est pas bon. Et je pense que les grandes villes, on va en reparler un petit peu, mais que ce soit Strasbourg, que ce soit Paris, que ce soit Nantes, c'est de mieux en mieux aménagé. Ça devient très agréable. Mais pour tout le reste de la France, il n'y a pas grand-chose. On a un pays qui est tellement magnifique. Tu vois, moi j'ai la chance, alors j'ai jamais roulé en Allemagne, j'ai jamais roulé non plus au Danemark et Pays-Bas, mais par contre j'ai roulé en Espagne, j'ai roulé en Italie, j'ai roulé dans pas mal de pays et on a quand même des monuments qui sont magnifiques. Donc découvrir une ville à vélo, c'est splendide. J'ai eu la chance de rouler il y a très peu de temps, 3 semaines au moment où on enregistre en Italie. Voilà, c'est une très très belle ville, mais ça n'a pas le charme de la France. Et quand je vois que 6% aujourd'hui des Italiens se déplacent à vélo contre seulement 4% des Français, je me dis qu'on est les derniers de la classe. Donc, alors, quels sont les investissements qui sont faits derrière ? Est-ce que nos investissements ne sont pas à la hauteur de nos ambitions ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça ? Tu vois, c'est les collectivités locales aujourd'hui qui payent pour les aménagements et on le sait, c'est compliqué avec le budget il y a quelques années. Il y a pourtant eu de plus en plus d'investissements ces dernières années. Il y a eu un grand plan vélo développé par le gouvernement. Est-ce qu'il est toujours d'actualité, ce grand plan vélo Justement, malheureusement, non. Il faut savoir que dans ce plan vélo, il y avait beaucoup de choses. On vous en avait déjà parlé avec Priscilla, des ateliers de l'audace. Voilà, ça a aidé notamment les ateliers participatifs. Ça a aidé aussi tout ce programme. Si vous avez des enfants, vous en avez entendu parler, ça s'appelait le savoir rouler à vélo. Exact. Et c'était pour permettre à tous les enfants de se déplacer en sécurité en vélo dans les domiciles vélo, école. C'était pour donner aux enfants les clés de bien s'orienter, de comprendre le code de la route également, d'avoir des premières notions pour être en tout cas autonome et se déplacer de manière libre avec son vélo. Et moi, j'ai participé avec la Race Cross France, notamment à Mandelieu, où Laurent, d'ailleurs, je passe le bonjour s'il écoute cet épisode, mais gérait une centaine d'enfants sur la journée et il y avait un vrai impact sur l'apprentissage.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui pensent qu'à 10 ans, tout le monde sait faire du vélo, c'est faux. C'est absolument faux. Il y a des enfants qui, aujourd'hui, à 10 ans, n'ont jamais monté sur un vélo, n'ont pas leur équilibre, et grâce à ces journées-là, découvraient ce qu'était avoir l'équilibre à vélo. Alors, c'est vrai qu'on dit le vélo s'oublie pas, voilà. Mais quand tu n'as jamais eu l'équilibre à vélo, pourquoi on a tous eu des petites roulettes au départ? C'est parce que justement, il nous a fallu un certain temps pour le trouver. Et de voir des enfants de 10 ans qui repartent de cette journée en ayant eu cette sensation d'avoir « j'ai trouvé mon équilibre à vélo » permettait d'avoir un peu plus de sérénité dans l'apprentissage à vélo. Et bien ces journées-là, effectivement, si elles disparaissent, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et ça créera probablement des soucis dans quelques années. Tout à fait. On en revient aussi à ce problème de le vélo n'est pas un sport de riches, mais c'est en train de le devenir. C'est d'où la distinction que je faisais au début de l'épisode en disant accessibilité. Et je pense que c'est plus le cas si, justement, d'après ce que tu viens de dire, cette subvention... Donc maintenant, plus de savoir rouler à vélo et les 40 millions restants étaient normalement dédiés justement aux aménagements cyclables. Il faut savoir qu'il y a énormément de projets aujourd'hui qui sont portés par les collectivités locales. Et aujourd'hui, tous ces sujets sont laissés sans soutien. Les premières infos sur le budget 2025 qu'on a, ces infos nous disent que le gouvernement prévoit une baisse de 23% des crédits de la sécurité routière avec justement ce plan vélo en première ligne des coupes. C'est un peu hallucinant quand on pense que le nombre de cyclistes grimpe, la demande pour les des infrastructures sécurisées, elle explose. Il y a un vrai besoin, on vient d'en parler. En plus, déjà qu'on est les derniers de la classe en Europe parmi les pays qu'on a cités. Si en plus ce budget est considérablement réduit avec des coupes très très importantes, ça veut dire aussi que ce qui a été fait ne va peut-être pas être entretenu. Exactement. Là, il y a plus de 400 projets qui sont en pause et qui vont probablement être abandonnés. Donc, c'est en plus des investissements pour rien. C'est un sujet économique, c'est un sujet écologique, c'est un sujet social. C'est-à-dire que là, ça va pénaliser la qualité de l'air, ça va pénaliser la santé, l'éducation des enfants. On sait que chaque euro investi dans le vélo, il génère des retours puissants en santé publique, en économie, en attractivité. Ça réduit la sédentarité, ça stimule les commerces de proximité. Il y a aussi un vrai apaisement dans l'espace public. Oui, c'est ce que j'allais dire. La relation avec les automobilistes, notamment, je pense que dès que tu as fait des sorties à vélo, nombreux sont les personnes qui nous écoutent qui se sont déjà fait incendier par un automobiliste parce que il nous disait tiens, prends la piste, il y a une piste cyclable, c'est pas fait pour c'est fait pour les cyclistes. Et en fait, toi tu lui dis j'aimerais bien la prendre, mais cette piste cyclable elle n'est pas entretenue du tout en fait, donc je vais crever à 9 fois sur 10, donc je ne la prends pas. Et il y a de fortes chances que ce nombre de pistes cyclables magnifiques aujourd'hui soit pas entretenu dans l'avenir, et donc forcément ça va créer des tensions dans l'espace public. Exactement. Donc voilà, aujourd'hui abandonner ce plan vélo, ce serait quand même un non-sens. On va voir comment ça va se développer. Moi je suis toujours un peu partagée entre les grandes annonces qui sont faites. Attention, je découvre à 40 ans que je n'ai plus aucune illusion sur la politique. Mais c'est vrai qu'au JO, on a eu une championne, quand même une médaille d'or de VTT. On a eu un vice-champion et un troisième sur le cyclisme sur route. Sur la piste aussi avec Marie Patouillet. On est en train de regarder là un Tour de France femmes au moment où on vous parle, où on parle tous les jours de Pauline Ferrand-Prévot et c'est génial et c'est super. On se dit c'est génial, ça va mettre beaucoup de petites filles au vélo, Comment est-ce qu'on fait si on ne peut pas toutes les mettre au vélo parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes moyens, et comment est-ce qu'on fait si à chaque fois qu'elles sortent sur la route, elles risquent leur vie? Les effets d'annonce et la politique, c'est très très bien, mais concrètement, aujourd'hui, on est quand même en train de pénaliser tout ça, et ça, c'est vraiment, vraiment très 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 grave, je pense. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire. Si les personnes qui nous entendent peuvent faire avancer certaines choses ou nous témoigner des choses bien qui fonctionnent, mais qui n'hésitent pas à nous envoyer ce message-là. Mais alors, si on reste sur la partie, on a expliqué que la France était le petit dernier de la classe sur les pratiques et le nombre de pourcentage de la population qui utilisait son vélo, soit pour aller travailler, soit pour faire du sport. Mais si on reste uniquement en France, qui est le premier de la classe, on va dire, à bien faire les choses? Si on pouvait citer peut-être les 3 villes qui font bien les choses, mais aussi les 3 villes où ça reste quand même compliqué. Bon alors, nous détestez pas, on n'a pas tout testé. Si vous voulez nous inviter chez vous, puis qu'on fasse vraiment genre
la réalisation par nous-mêmes. Nous, en première ville, c'est vrai qu'on a retenu Strasbourg. Strasbourg, elle est souvent citée comme la capitale du cyclisme aujourd'hui en France parce qu'elle a été précurseur dans le développement des infrastructures et qu'elle a une politique de mobilité douce, on en parlait en préambule de l'épisode, qui est hyper ambitieuse, avec plus de 600 km de pistes cyclables, 10% des Strasbourgeois qui se déplacent à vélo chaque jour. Donc, pour rappel, en France, c'est 4%. À Strasbourg, on est à 10%. Et surtout, il y a plein de projets à venir avec des pistes cyclables séparées, des zones de circulation apaisées, pour favoriser le déplacement à vélo dans toute l'agglo. Exact. On a parlé également de Paris, qu'on a positionné en deuxième, derrière Strasbourg, qui fait bien les choses. Donc il y a eu effectivement un énorme tournant qui a été pris avec des décisions fortes qui ont été prises par l'équipe en place. Alors ça peut créer certaines tensions pour les personnes qui n'ont jamais pris leur voiture et qui sont confortablement installées dans leur SUV et qui klaxonnent au feu rouge parce qu'il y a un cycliste qui ne démarre pas devant soi. Il y a une mauvaise connaissance. Là aussi, je fais une petite parenthèse. J'avais fait il y a quelque temps un épisode sur le fameux panneau triangulaire, le petit panneau pour les cyclistes. Voilà, le panonceau qui est sur les panneaux stop, sur les feux, et qui permet aux cyclistes de passer. C'est cette flèche jaune, et c'est des tout petits panonceaux en triangle inversé, dont la pointe en bas et pas vers le haut, qui permet aux cyclistes de passer. Eh bien, on voit encore des automobilistes qui nous insultent parce qu'on passe en disant « Mais attends, tu passes au feu rouge », tout simplement parce qu'on peut passer au feu rouge, ou tourner à droite, ou tourner à gauche. Donc il y a aussi une mauvaise connaissance de la pratique. Donc j'invite à tous les automobilistes qui sont confortablement installés dans leur voiture, de prendre un jour un vélo et de faire le même parcours qu'ils font en voiture à vélo, et peut-être qu'ils se rendront compte de certaines choses. En tout cas, Paris a eu un vrai tournant, piste cyclable, pratique du vélo. Il y avait eu un Corona-piste qui avait été mis en place pendant justement le Covid, pour permettre les déplacements plus rapides pour les personnes qui allaient aider d'autres personnes, justement. Bref, Paris était plutôt bien placé, puis on a hésité derrière entre Bordeaux et Lyon, et finalement c'est Bordeaux, une ville en forte croissance cyclable. Je ne voulais pas mettre Lyon parce qu'on m'aurait dit qu'effectivement, comme moi je me déplace à Lyon, ça aurait été simple, mais Bordeaux également a pris un vrai virage avec 200 km de pistes cyclables, une forte pratique du vélo, un objectif de 15% de la part modale d'ici fin 2025. Donc voilà, de gros projets également à venir sur Bordeaux. Il y avait aussi Lyon, Nantes, tu as cité Nantes, Grenoble. Grenoble est aussi une ville très très agréable. Il faut savoir que Grenoble est la ville la plus plate de France. Donc du coup, alors ça, je ne savais pas. Mais moi non plus, et j'ai roulé l'an dernier à Grenoble quand j'étais en formation. La ville la plus plate de France. Ouais, exactement. Et du coup, hyper adapté à la pratique du vélo, même sans moteur, parce que tout est fait pour, et c'est vraiment très agréable. Et Grenoble est une très belle ville. Donc aujourd'hui c'est 10% aussi, c'est comme à Strasbourg, et voilà, pareil, la part estimée et souhaitée d'ici 2030, c'est 15% de part modale, donc on leur souhaite parce que c'est vraiment une ville qui bosse beaucoup pour la transition cyclable et justement pour rendre le vélo accessible à tous. Quelle frustration, ces gens-là ne connaissent pas la joie d'une descente. Bah après, t'as des montagnes quand même tout autour, je pense qu'ils peuvent les découvrir, mais c'est vrai que pour aller bosser, c'est pas mal, c'est plat. Il faut un peu s'éloigner. Et puis si à l'inverse, si on avait, alors pas un classement, on va pas se mettre les gens à dos, mais si on pouvait dire les 3 villes effectivement où, d'après les retours que l'on a, de ce qu'on a pu lire, il y a quand même des défis à surmonter. Bon, la première ville, on est désolé, Marseille, on vous aime, mais c'est quand même Marseille. De toute façon, rouler à Marseille avec n'importe quel véhicule, moi, je trouve que c'est l'enfer. Enfin, à part franchement, il vaut mieux être à pied. Disons que ça a une charge mentale qui va évoluer. Voilà, et c'est vraiment, si je pense en T-Max, c'est cool quand même de rouler à Marseille. Mais sinon, non, c'est vrai qu'il y a un réseau cyclable qui est aujourd'hui vraiment insuffisant et qui manque beaucoup de cohérence. Et c'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup de Marseillais qui ont envie de rouler les dimanches, notamment sur la corniche, quand elle est blindée d'enfants et de gens qui font du vélo. Et voilà, et c'est quand même, on sait que les Marseillais, ils aiment bien être dehors, ils aiment bien chiller. Donc je pense que ce serait vraiment une ville qui gagnerait à devenir plus cyclable. C'est vrai. Ensuite, on a effectivement Nice. Là aussi, c'est une topographie qui est aussi difficile, une ville très étalée avec un ARPI qui est quand même accidenté. Donc là, on est loin d'être une ville plate comme à Grenoble. Donc en tout cas, voilà, la ville commence à se développer. Je sais que vraiment, quand tu fais du vélo, on va dire, sportif et non pas juste vélo taf, tu as des axes qui te permettent de sortir de la ville de Nice de manière sécurisée, avec notamment une piste cyclable qui rentre dans l'intérieur des terres, une autre qui longe la mer jusqu'à Mandelieu, je crois. Donc ça, c'est plutôt pratique, mais dans le mode de déplacement doux,
c'est un peu plus compliqué. On a également la ville de Toulouse, qui, malgré le fait qu'elle fasse des efforts, a du mal à connecter effectivement de manière sécurisée tous ces quartiers. Et tout ça est en grande évolution. On n'est pas très très loin de terminer cet épisode, mais avant tout, on voulait vous partager quand même le fait c'est bien de faire des villes qui soient praticables, de faire des villes où on peut se déplacer à vélo, mais il y a quand même un vrai sujet, notamment pour les enfants, mais pas que, et aussi les adultes qui font preuve parfois de beaucoup d'incivilité, de problèmes de cohabitation en fait. C'est comment aujourd'hui on peut faire en sorte de baisser ces incivilités et gérer de manière positive toute cette cohabitation entre automobilistes, piétons, trottinettes parfois, monoroue même, je ne sais même pas si c'est le bon mot monoroue, tu vois. Mais bref, et cyclistes, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça ? Le premier point, on en a beaucoup parlé, vous l'avez compris, c'est vraiment les aménagements urbains. Les améliorer, créer des espaces qui sont définis, idéalement séparés de la route et propres à chaque mode de transport. Les pistes cyclables sécurisées qui sont séparées des trottoirs et des voies de circulation, elles permettraient de réduire un maximum le risque de conflit, mais aussi d'accident. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est de renforcer la réglementation et qu'il y ait des sanctions plus sévères pour les comportements dangereux. Là, on en parle beaucoup. On parle des automobilistes, mais il y a certains cyclistes, c'est pas mieux. Quand tu sûr. vois les feux rouges qui sont grillés... Ça peut être griller un feu rouge, comme ça peut être se garer sur une piste cyclable, même si on n'en a que pour 2 minutes. On parle même pas de grosses incivilités, on parle pas de s'insulter. Non, on parle de petites choses qu'on fait les uns les autres, mais qui vont rendre en fait ces incivilités et ces tensions entre automobilistes et cyclistes de plus en plus insupportables. Donc ça, je pense que si on avait plus de campagnes de sensibilisation pour responsabiliser les usagers, c'est pareil, les voitures qui frôlent en doublant, parfois, moi ça m'est arrivé de me faire frôler sous les yeux de bagnoles de police ou de gendarmerie qui n'ont strictement rien fait. Je me demande, je serais quand même assez curieuse d'avoir le chiffre de l'application de la loi et du nombre de gens qui seront verbalisés sur les fameux 1m50 ou 1m... ou 1 mètre en agglo, ou 1m50 hors agglo, parce que là on en parle tous les jours, mais est-ce qu'il y a vraiment des verbalisations ? Je suis pas sûre, donc je pense qu'à un moment une réglementation forte et qui est vraiment implémentée avec des vraies sanctions dans un sens comme dans l'autre, je pense que ça pourrait changer aussi efficace. La chose, quoi. Est-ce que tu vois d'autres choses, toi ? Moi je pense à l'éducation. C'est-à-dire, je pense que tout part... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une telle évolution du vélo dans les villes. Justement, les villes sont de plus en plus cyclables, même si on est les derniers de la classe, même s'il y a encore plein de progrès à faire. Il y a des choses qu'ils ont mises en place qui fait qu'aujourd'hui, il est plus facile aujourd'hui qu'avant de se déplacer à vélo dans certaines villes. Mais toujours est-il que les personnes ont quitté leur véhicule ou étaient piétons, ont pris leur vélo et n'ont pas de repères, voire même pas d'éducation ou d'apprentissage sur est-ce que je dois rouler à droite, est-ce que je dois rouler au milieu de la voie, qu'est-ce que quand je tourne, je tends mon bras, je tends pas mon bras, est-ce que je regarde derrière, est-ce que je sais tendre mon bras, comment je me déplace, comment je tourne, comment je m'arrête, est-ce que je laisse passer le piéton. Et je trouve qu'il y a moi tous les jours en me déplaçant dans la ville dans laquelle j'habite, qui est Lyon, c'est très agréable, mais il faut être concentré quand même. Il faut être concentré à tout moment, tu peux soit te faire percuter, il faut anticiper le fait que soit le vélo, soit le piéton, soit la trottinette, soit la voiture ne t'ait pas vu, et donc passe ou tourne sans mettre son clignotant sur un parking, ou sort d'un stationnement quand c'est une voie. Donc, il y a beaucoup de choses, et je trouve que l'éducation, et là c'est dommage que tu me dises qu'effectivement les budgets vont baisser, mais moi je pense surtout à la nouvelle génération, qui, elle, on ne va pas arrêter de leur dire il faut prendre le vélo et pas la voiture. Eh bien, alors ça se fait dans certaines écoles. Il y avait le plan, il y avait aussi Vivons Vélo, je crois, qui t'expliquait avec des circuits. Dans les écoles, les enfants avaient comme un petit permis. Ils étaient contents de rentrer avec ça à la maison. Tu vois, un petit permis qui leur disait tu as bien respecté la réglementation. Moi, je pense qu'il y a une vraie éducation à avoir sur comment je roule, en fait, dans une ville cyclable. Tout à fait. Et à l'inverse, tu vois, je pense que même en termes de sensibilisation pour les automobilistes, mieux expliquer les panonceaux, mieux expliquer les sas cyclables, mieux expliquer les contresens cyclables aussi en agglomération, où on a le droit de rouler à contresens dans toutes les rues qui sont limitées à 30. T'en penses quoi, toi, de ça ? De pouvoir rouler quand tu es en vélo,
Et tu roules à contresens. Sur le principe, ça marche dans beaucoup de pays. Chez nous, je pense que c'est mal expliqué et dangereux. Alors, c'est quoi l'intérêt? Voilà, mais je te rejoins. Hein. Mais c'est quoi l'intérêt qu'un cycliste emprunte une voie à sens unique à contresens de la circulation? Ça permet notamment de limiter les grands détours. Tu vois, genre, quand tu es dans un sens unique et que tu dois faire... je fais des gestes, ça ne marche pas du tout en podcast, mais que tu dois faire tout un tour pour respecter ça, alors que tu pourrais juste couper. En fait, ça permet de réduire les temps de déplacement des cyclistes, voire de limiter aussi les temps d'arrêt, justement, au feu, au stop, etc. Donc, de rendre les trajets plus efficaces. Mais quand tu es dans des grandes villes où tu as des blocs, hein, c'est-à-dire que tu as 10 rues dans ce bloc-là, dans ce quartier-là, tu as 5 qui vont aller du nord au sud, 5 qui vont aller du sud au nord. Tu pourrais emprunter la voie qui va dans le même sens de la circulation que toi. Après, donc, si vous avez une explication, moi je suis preneur, parce qu'effectivement, je trouve ça un peu stressant en fait, d'être à sens opposé de la circulation. Parce que tu as certains véhicules qui ne te voient pas en fait. Mais clairement, et puis c'est toujours cette histoire d'aménagement, de marquage, de séparation. Si c'était prévu pour... Après, on a un sujet aussi, c'est qu'on fait ça dans les villes en France, on voit bien qu'on n'a pas les routes les plus larges. Et qu'en plus, on a énormément d'espaces de parking. Donc, je pense que des fois, on essaye d'implémenter des choses. Et c'est pas mal de se dire, au moins, c'est un repère facile. Et je pense que c'est ça la volonté derrière, de se dire, tout ce qui est limité à 30, on estime que les voitures vont doucement et que du coup, ça présente pas de risque. Dans la réalité, on est d'accord que même quand les voitures tournent, enfin, moi, c'est toujours ça qui me stresse, hein, c'est les sorties, les entrées. Une fois que tu es engagé, normalement, la bagnole te voit. Une fois sur deux, tu te fais incendier parce que la personne n'est pas au courant que tu es dans ton bon droit. Mais c'est surtout quand tu sors et quand tu rentres. C'est toujours des questions de signalisation, d'éducation, c'est ça, en fait. Je pense que de ça marquage. Ouais, c'est exactement ça. Signalisation, marquage. Je pense que quand on aura déjà été à 100%, on sera très très bon sur ça. Ça va lever beaucoup de freins, d'incivilité. Mais j'avais fait aussi un épisode il y a quelques temps sur ça. Et la personne qui était en charge de ça dans une ville expliquait que lui, sa philosophie, c'est de se dire dans l'avenir, on aura une voie sécurisée, séparée par mode de transport. Donc tu auras une voie pour les bus, une voie pour les trottinettes, une voie pour les piétons, une voie pour les cyclistes et une voie pour les voitures. Donc ça fait beaucoup de voies, mais ça demande un aménagement. Peut-être que tous les ponts dans une ville, il y aura un pont qui sera consacré qu'aux voitures et l'autre pont sera que pour les cyclistes. Et puis après, avec un mode de cohabitation entre piétons et les autres modes. Mais, comme ça, tu vois, ça peut sembler énorme. Mais et donc avec un code couleur par piste pour... Quand tu penses qu'aujourd'hui, la plupart des villes, c'est quand même réservé à 80-90% aux voitures. Ouais. Si juste on arrive à diviser ça, je pense que ça peut marcher. Bon, en tout cas, voilà, on vous a donné pas mal de solutions. Je ne sais pas si c'est des solutions, mais on vous a fait un constat de... Qu'est-ce qu'une ville cyclable? Pourquoi il est intéressant d'aller dans ce sens-là? Que fait le gouvernement? Et en tout cas, quelles sont les décisions qui ont été prises? Quelles sont les villes qui sont bien notées? Celles où il y a quand même des compétences à développer? Et puis, sur l'incivilité. Donc là aussi, si vous avez des exemples de moi, je suis dans une ville, c'est génial, n'hésitez pas. Et moi, je suis dans une ville, c'est pas top, n'hésitez pas. Ou même des exemples de vos habitudes. On parlait d'incivilité, mais... qu'est-ce que vous faites dans vos trajets quotidiens pour que tout se passe bien? Ça passe aussi par le textile, par la visibilité, bref. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter sur ça, nous envoyer des témoignages. On est toujours friands, nous, avec Camille, et on vous les partagera dans les épisodes à venir. En tout cas, un grand merci, Camille, pour le temps que tu nous as consacré à nouveau, les astuces que tu nous as données. Et puis, je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Merci beaucoup. Merci Arnaud, salut tout le monde.